Et notre choix s'est arrêté au Musée national de préhistoire puisqu'on va célébrer le 30 septembre prochain les 100 ans d'inauguration. C'était il y a 100 ans, vous le disiez tout à l'heure, Nathalie Fourment, c'était avec Denis Perroni. Jean-Michel Geneste, je rappelle donc que vous êtes notamment l'ancien directeur scientifique de la grotte Chauvet, l'ancien conservateur de Lascaux. Alors vous en avez vu, vous, des choses, et évidemment, vous êtes aussi conservateur général du patrimoine honoraire. Vous, on parlait de Chauvet, vous avez été, je crois, le premier à sortir les premiers volumes. Oui, le premier volume de la grotte Chauvet, c'est-à-dire un bilan après une vingtaine d'années de recherche, c'est le premier ouvrage qui présente au grand public ce qu'il y a dans cette immense grotte. C'était en 2019. Oui. Revenons ici aux EISI. Il y a une continuité sociale, j'ai envie de dire, dans le monde de la préhistoire. Ce qui est extraordinaire, et pour continuer avec ce que Nathalie venait de dire, c'est à quel point dans ce territoire, il y a depuis le 19e siècle la naissance d'une discipline, les premières découvertes qui ont été évoquées, 1863, avec 68, avec l'Arte et Christie, et aujourd'hui, il y a eu une continuité, il y a eu une formalisation ici d'une discipline. À la fin du 19e siècle, les connaissances commencent à s'accumuler, début du 20e, et quand Denis Perroni prend conscience et quand il ressent qu'il faut donner, matérialiser cette discipline, il y a nécessité de donner une image professionnelle, de professionnels de la recherche et non plus de collectionneurs, de personnes qui viennent d'un petit peu partout. Donc il s'agit de rassembler cela, et c'est l'époque aussi où en ce début du XXe siècle se formalisent et prennent corps les grandes institutions. Le prince Albert Ier de Monaco, en 1910, fonde l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Ici, Denis Perroni, soutenu par des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, comme des grands professeurs que seront Henri Breuil ou Marcelin Boule, est conscient qu'il faut donner un corps à la préhistoire. Et il formalise ici une institution qui va internationaliser l'existence, la visibilité de la préhistoire. Et après, les collections ici vont s'y accumuler. La recherche va se poursuivre jusque dans les années 1950 et devenir la préhistoire moderne. Il me vient à l'idée qu'en 1970, le professeur François Borde de l'Université de Bordeaux, donc une grande partie des collections et des sites fouillés sont ici exposés, spécialiste du moustérien et homme sérieux, austère, développe les statistiques et la typologie, disait, en hommage à ce qu'il y a d'accumulé ici, en termes d'archives, les archives de ce musée national, ces archives scientifiques pour notre société sont des archives sacrées. Il résumait effectivement l'importance dans la société contemporaine que cette histoire de l'humanité allait représenter, mais avec la totalité des archives, les objets, mais en même temps toute la documentation qui est avec. C'est cela, aujourd'hui, qui continue et qui se poursuit. Et c'est dans un seul petit territoire, celui de la vallée de la Vézère, de la Dordogne, etc. Bien entendu, en liaison avec les autres musées. Il y a un musée d'Aquitaine, il y a un musée d'histoire naturelle à Bordeaux, il y a un musée à Périgueux. Mais tout cela, c'est un réseau. Et l'homme, en 1923, qui prend conscience du devenir de sa discipline, il concrétise et il formalise la préhistoire qui sort de l'amateurisme et qui devient professionnel, et à partir de là, il y a des chantiers, des métiers, et on ne parle plus de préhistoire, mais de géologue, comme aujourd'hui, de paléogénomiste, etc. C'est une discipline qui est multiple et qui est empreinte. C'est cela qui s'est passé ici et qui se poursuit. Et alors, c'est une discipline aussi technique. On dit qu'elle est faite de spécialistes. Comment la rendre un petit peu accessible au grand public, comme ici au Musée national de préhistoire ? Aujourd'hui, rendre cette discipline scientifique accessible, ça sera bien entendu essayer de médiatiser ces différentes facettes. Mais j'aurais tendance à faire un grand saut et un grand écart dans des institutions comme celle-ci qui parlent de l'histoire, de la préhistoire, quelque chose qui est lointain. Il faut aujourd'hui l'ouvrir à la société et faire en sorte que ces disciplines et ces éléments techniques en parlent d'autres acteurs de la société,
des artistes, des cinéastes, le théâtre, la danse, la musique peuvent s'investir ici et donner une autre image. C'est des lieux de vie et c'est pas seulement des lieux où sont conservés dans des salles sombres et présentés des collections et des silex. C'est pas ça, vous entendez, il y a des enfants qui sont ici. Il faut l'ouvrir à la vie et ces institutions qui ont été construites à une autre période, c'est pas toujours gagné de le faire aujourd'hui. Mais je crois, si tu es d'accord Nathalie, le challenge, il est entre autres là. Eh bien, vous restez là, évidemment, puisqu'on va poursuivre cet entretien avec vous, Jean-Michel Jeunesse, avec vous, Nathalie Fourment. Vous évoquiez Denis Perroni, cet instituteur. Il y a, et c'est une exclue que je donne sur l'antenne de France Bleu Périgord, un livre qui vient de sortir qui s'appelle Journal d'un préhistorien. Vous ne pouvez le trouver pour l'instant qu'ici, qu'au Musée national de préhistoire. Donc, si vous êtes un féru de préhistoire en général et de Denis Perroni, et je pense que c'est un des incontournables, donc il y a ce magnifique ouvrage qui est juste ici à la boutique du Musée national de préhistoire. Et puis, pour évoquer votre dernier livre aussi, eh bien, nous avons Jean-Michel Jeunesse, balade préhistorique, au pluriel évidemment, balade préhistorique d'un instituteur de campagne. Voilà, vous ne bougez pas.